Bienvenue à tous pour ce Facebook Live sur le thème des inégalités climatiques et environnementales avec les associations Notre Affaire à tous, le CRID et ATD Quart Monde. Donc, je suis Julie de Notre Affaire à tous. Je vais vous présenter rapidement les intervenants de ce soir et les associations et ensuite on va commencer. Donc, ce soir, on a Valentin Prélat du CRID, donc, le CRID qui est le Centre de recherche sur le développement, qui a un axe de travail spécifique sur les migrations environnementales à travers des recherches et de la documentation et qui participe activement à tout le mouvement climat sur les marches et les mobilisations. Ensuite, Rémi Santagne d'ATD Quart Monde qui participe au réseau Fresinski sur l'écologie et la grande pauvreté. C'est un réseau créé au sein d'ATD Quart Monde qui se réunit régulièrement pour réfléchir sur des sujets de société et surtout intégrer les plus pauvres à ces réflexions et ces débats, parce qu'ils sont les premiers concernés, bien évidemment. Et Clotilde Baudouin de Notre Affaire à tous, donc l'association pour la justice climatique, qui coordonne le groupe de travail sur les inégalités climatiques et environnementales. Donc, dans ce groupe de travail, il y a la revue de presse Impact, à laquelle vous pouvez vous abonner, qui sort tous les mois et qui est une revue de presse sur les impacts des dérèglements climatiques et environnementaux en France. Il y a aussi un travail avec le GIEC, les journalistes d'investigation sur le climat, qui publient régulièrement des articles sur ces impacts, participer à une enquête universitaire dans les villes du Sud qui s'appelle Vivre les fournaises urbaines, enquête dans 5 villes du Sud qui a été coordonnée par Guillaume Saburel. Vous retrouverez toutes ces informations sur nos sites internet et nous vous mettrons les liens sur la page Facebook de l'événement à la fin de cette vidéo. Et tout de suite, je laisse la parole à Valentin du CRID pour introduire ce sujet des inégalités climatiques et environnementales. Bonsoir à tous et merci à celles et ceux qui nous suivent. L'enjeu de ce webinaire et ce qui nous a un petit peu poussé la volonté de travailler conjointement entre le CRID, Notre Affaire à tous et ATD Quart Monde sur ce sujet, c'est qu'on constate, que ce soit dans les médias, j'ai envie de dire généralistes, dans les discours politiques, mais aussi dans les productions culturelles, que les personnes en situation faire évoluer nos modes de vie, à mieux consommer, à pratiquer des transports doux. Et tous ces enjeux, ils sont promus par une élite économique qui est urbaine, qui est diplômée, et en réalité qui est peu accessible aux plus pauvres. Et leur accessibilité, elle est conditionnelle puisqu'elle va dépendre de développement de transports collectifs, de mesures économiques incitatives ou d'une sensibilisation massive. Est-ce que tu pourrais m'apporter? Alors, Laetitia, elle est sur quoi, WhatsApp? C'est quoi? Vous m'entendez bien? Pardon. Ce qui nous a intéressé, c'est que finalement, si ces conditions de développement des transports ou de mesures économiques incitatives, elles sont finalement peu souvent remplies, eh bien, les personnes aisées, elles sont toutefois reconnues socialement pour leurs efforts en faveur du climat. Je pense notamment au fait par exemple, de recycler, de manger bio, d'aller dans une recyclerie, toutes ces activités qui deviennent des marqueurs de distinction sociale, alors qu'en parallèle, une automobile de mauvaise qualité ou à manger de l'alimentaire à travers le discount, donc une alimentation de mauvaise qualité, vont être du doigt. Alors qu'en réalité, on sait bien et on se rend compte, toutes les statistiques à l'appui, que les plus pauvres sont finalement les moins pollueurs et que les plus riches, à l'inverse, sont responsables de la majorité des émissions de CO2 dans le monde. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces inégalités environnementales, elles sont à la fois présentes à l'échelle mondiale entre pays du Sud et pays du Nord. C'est quelque chose que, par exemple, un collectif comme le CRID porte depuis des décennies maintenant. Mais au-delà de
de ces inégalités entre pays du Nord et pays du Sud, ce qui est intéressant à constater, c'est que c'est aussi au sein d'un même pays et qu'on se rend compte qu'on n'est pas touché de la même manière par une catastrophe naturelle, notamment en fonction de son statut social, par exemple. J'aime Il n'y a que pour moi que ça ne fonctionne plus ou... Non, ouais, Ok. ça ne fonctionnait plus là. D'accord. Vous m'aviez Oui, on t'a perdu, Valentin. Vous m'aviez perdu, c'était ma dernière phrase, c'était... donc je disais, donc pardon, j'employais la métaphore, de la même manière du réchauffement climatique et que les différents groupes sociaux ne sont pas touchés également de la même manière. Et enfin, pour conclure cette introduction, je vais revenir sur un fait qui nous questionne, je pense tous, en tant qu'organisation de solidarité internationale et organisation écologique. C'est que si les plus précaires et les plus pauvres sont les premiers touchés, c'est finalement celles et ceux que l'on voit le moins dans le mouvement climat. Et si en 2019, à travers la crise des Gilets jaunes, à travers l'apparition de Fin du monde, fin du mois, même combat, il y a eu des rapprochements, clairement des rapprochements. On a encore beaucoup de travail à faire et c'est une volonté de s'intéresser à la manière dont on peut intégrer les premiers impactés par le réchauffement climatique dans les mobilisations climat notamment. Voilà, merci. Je donne la parole à Rémi. Oui, du coup, bonsoir à tous, merci d'être là. En fait, nous, au début, quand on a commencé à s'intéresser à cette question au sein du réseau écologie grande pauvreté, on s'est d'abord intéressé à la pression sociale du coup, qui est mise sur les personnes en précarité. Avec cette idée que finalement, peut-être que ces personnes, ils n'adoptaient pas les bons comportements, ils n'avaient pas forcément compris l'enjeu du climat. Et donc, c'était potentiellement les plus grands pollueurs. Et voilà, c'était là-dessus qu'il fallait appuyer en premier lieu. Et donc, en partant de ça, nous, on s'est demandé qu'est-ce qu'on pouvait trouver comme information pour infirmer ou confirmer ça. Et donc, on est allé à la fois dans la littérature scientifique pour voir ce que ça disait, et puis on a aussi demandé aux personnes en précarité avec lesquelles ATD Quart Monde travaille. Et ce qu'on a trouvé, donc dans la littérature scientifique, en effet, comme le disait Valentin, il y a Oxfam, par exemple, dans son rapport sur les inégalités de 2015, qui montre qui a calculé que les 10% les plus riches sur cette planète émettent 50% des émissions de CO2, donc de dioxyde de carbone, le principal moteur du réchauffement climatique aujourd'hui dans le monde. À l'inverse, Oxfam montre que 50% des plus pauvres, donc la moitié de l'humanité, n'est responsable que de 10% des émissions de CO2. Donc on a vraiment un ratio 10-50, 50-10. Bon, c'est Oxfam, ça pourrait être critiquable, on allait voir ailleurs. Et on a trouvé par exemple les économistes Thomas Piketty et Luc Chancel, qui la même année, c'était l'année de la COP21, donc il y a pas mal d'éléments, qui ont sorti une petite étude en 2015 qui s'appelle Carbone et inégalité de Paris à Tokyo. Et eux, ils tombent à peu près sur les mêmes chiffres. Et puis ils montrent par exemple que pour la France, en France, une personne en moyenne, une personne en situation de pauvreté, si on prend les 10% les plus pauvres, ils émettent en moyenne 4 tonnes de CO2 par an. Si on regarde les 10% les plus riches, ils émettent 31 tonnes de CO2 par an. Et là, clairement, donc, on a un rapport de 1 à 8 quasiment. Et donc, non, les personnes en précarité ne sont pas les plus gros pollueurs. La raison à ça, elle est assez facile en fait. Principalement l'avion, les déplacements en avion. Ça va être aussi l'habitat. Plus on est aisé financièrement et plus on va avoir une maison assez grande, importante. Donc, il va falloir chauffer cette maison. Et donc là, on a un potentiel de
d'émissions en termes de consommation d'électricité, donc d'émissions de CO2 qui est énorme. Ça va être aussi les équipements. On va avoir plusieurs voitures, plusieurs ordinateurs, plusieurs téléphones, plusieurs tablettes à la maison, bien sûr l'électroménager. Enfin, voilà. Donc toutes ces raisons font que les personnes en précarité, non, elles ne polluent pas plus que les plus riches, c'est bien l'inverse. Un deuxième point qu'on a voulu aussi aborder par rapport à ça, donc c'était interroger les personnes les plus pauvres. Qu'est-ce qu'elles pensent finalement de cette question de l'écologie? À Télécarmonde, il y a quelque chose une pratique, une méthode qu'a mis au point à Télécarmonde qui s'appelle l'université populaire. L'université populaire, en fait, ce sont des espaces dans lesquels on réfléchit sur des sujets de société avec les personnes en précarité. Par exemple, on va réfléchir au logement, l'accès au logement, on va réfléchir au revenu universel, parce que potentiellement ça peut toucher les plus pauvres. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Et sur ces 2-3 dernières années, on a fait beaucoup d'universités populaires qui s'intéressaient au thème de l'écologie. Et les personnes les plus pauvres, donc, ce qu'elles nous disent, ce qui ressort de tous ces échanges, c'est que cette injonction à agir qu'on leur demande est tout de même assez malvenue, parce qu'ils sont bien conscients de ne pas polluer plus. Par exemple, en Normandie, en août 2019, il y a quelqu'un qui déclarait « Si je me sens écolo, oui, parce que je n'ai pas le choix. On fait des économies de lumière, on ne prend pas l'avion. » Donc voilà, les plus pauvres sont conscients de ces soucis-là, on vit dans le même monde, ils ont accès aussi aux moyens de technologie actuels, aux médias, et donc en général, ils sont tout à fait conscients de ce qui se passe. Mais ce qui se passe, en effet, c'est qu'il y a des priorités qui sont un peu différentes. Et là, il y a d'autres personnes qui nous ont dit, par exemple, une autre personne elle nous a dit « J'ai beaucoup trop de choses à gérer à côté de ça pour pouvoir m'intéresser vraiment à ce problème d'écologie. » Encore une autre qui disait pareil, pour trier, pour faire attention à manger sainement, de cultiver des tomates sur un balcon, il faut quand même avoir une certaine liberté d'esprit d'organiser sa vie. Et voilà, donc voilà, c'est nous ce que ça nous a fait dire, c'est que bien sûr il y a un combat commun. Et le slogan, quand on entend fin du monde, fin du mois, évidemment que ce slogan, il ne faut pas l'oublier, qu'il y a un combat à mener, c'est un combat qui est à mener frontalement, avec les plus pauvres. Ceci étant, il y a quand même des priorités et la fin du monde, elle paraît quand même plus loin que la fin du mois. Une dernière chose par rapport à ça, c'est aussi sur l'impact de nos comportements individuels. On a toujours l'impression, dans les discours, il y a quand même une injonction à agir au niveau des comportements individuels, et elle est pas, c'est pertinent, mais justement, plutôt que d'incriminer les riches, les pauvres, etc., il faudrait quand même voir aussi que principalement, il y a deux acteurs qui sont responsables des émissions de CO2, si on parle de ça, ça va être l'État et les entreprises. Et là, on a une étude très intéressante de Carbone 4, qui est un cabinet de conseil, qui a fait une étude qui s'appelle Faire sa part, en 2019. En 2019, ils ont sorti ça. Et qui montre, donc si on prend la France, encore une fois, une personne en France, en moyenne, elle émet 11 tonnes de CO2 par personne et par an. C'est-à-dire que vous prenez l'ensemble des émissions de CO2 en France, vous le divisez par le nombre d'habitants, et vous tombez sur 11 tonnes chacun. Bon. Et ce que nous dit cette étude, c'est que même si on avait un comportement héroïque par rapport au climat, c'est-à-dire ne plus prendre l'avion, consommer local, la nourriture ou les objets, faire du vélo plutôt que prendre sa voiture, tout ce que vous pouvez mettre en place pour être 100% écolo, malheureusement, vous ne pourrez jamais que baisser ces émissions que de 1/3. Parce que le reste, c'est l'État et les entreprises qui en sont responsables. Et ce n'est pas une raison du coup pour se décharger sur l'État et les entreprises en disant c'est pas notre faute. L'État, c'est nous, on vote pour un gouvernement, on a les moyens de faire pression sur nos États. Et de même, les entreprises, on a aussi les moyens, en tant que salarié ou en tant que personne de la société civile, de faire pression. Et ça, c'est une pression du coup qu'il faut mettre avec les personnes les plus pauvres. Mais je vous en parlerai mieux à la fin dans la dernière partie du webinaire. Et là, je vais redonner la parole à Clotilde et Valentin sur une autre injustice qui est faite aux plus pauvres. Est-ce que je fais une transition pour dire que n'hésitez pas à mettre vos commentaires sur le Facebook, on y répondra à la fin de la discussion. Merci. Merci Rémi pour cette première partie qui permet de bien faire la transition sur finalement c'est quoi une inégalité environnementale. Je vous propose qu'on commence par quelques éléments de définition et puis ensuite qu'on prenne vraiment des exemples pour étayer ce que ça peut être. Dans un ouvrage qui fait un peu la synthèse de toutes les productions universitaires
sur les définitions des inégalités environnementales, donc un ouvrage de Pillol en 2018. Parce que ça va être face aux risques environnementaux. Je pense notamment à une canicule ou à environnementale. Je pense notamment des accès à des paysages ou à des espaces verts. On se rend compte qu'en fonction de son mode de vie, on n'a pas tous le même accès et de son groupe social. La deuxième chose, c'est l'inégal impact environnemental des différents groupes sociaux. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on n'a pas le même impact environnemental en fonction de sa consommation, notamment par exemple si on se déplace souvent en avion, mais aussi de sa consommation numérique. C'est quelque chose qui est à l'heure actuelle encore assez impensé, mais la consommation numérique et ces espaces de stockage, notamment de ses photos par exemple, va différencier en fonction de son revenu, puisqu'on va consommer plus en fonction du coup de son revenu, on aura une consommation différente et cette consommation différente va impacter du coup sur les différentes productions de carbone des différents groupes sociaux, les émissions de carbone, pardon, des différents groupes sociaux. Et enfin, le dernier aspect, c'est l'inégal impact finalement des politiques environnementale sur les différents groupes sociaux. On s'en rend compte notamment, par exemple, avec l'exemple... Pardon. L'exemple fort, c'était l'an dernier, à travers la taxe carbone, où on se rend compte que ce sont les plus précaires et les plus pauvres qui vont, du coup, payer le prix d'une politique, d'une taxe fiscale qui est censée, derrière, permettre de développer des politiques environnementales. Du coup, ces trois aspects de définition, ils peuvent nous donner des exemples qu'on va maintenant prendre, des exemples assez simples. Mais avant de donner ces exemples, je voulais insister sur la juxtaposition des inégalités environnementales et des inégalités sociales. C'est-à-dire qu'on se rend compte que finalement, là où le fait d'habiter quelque part sur un territoire, c'est conditionné par son revenu, puisqu'on ne va pas habiter dans une banlieue ou dans le centre de Paris, on ne va pas choisir de la même manière en fonction du revenu qu'on va avoir entre ces deux choix d'habitat, et que donc cette inégalité sociale d'habitat va entraîner en partie ou va se corréler à des inégalités environnementales. Par exemple, on se rend compte que c'est dans les banlieues, notamment, ou c'est dans les zones périphériques, qu'on va se retrouver plus proche par exemple, d'un échangeur routier, d'une décharge, d'une station d'épuration, de zones d'épandage, notamment, et que cette inégalité donc, sociale crée aussi une inégalité environnementale. De la même manière, on se retrouve plus vulnérable face aux risques climatiques, parce qu'on se rend compte que les personnes vivant dans des zones inondables, dans des zones sismiques, ce sont en général sur derrière du foncier qui va coûter moins cher à l'achat que sur des zones, entre guillemets, sécurisées. Et ce qui est important aussi de voir, c'est qu'en cas de catastrophe, les coûts de réparation seront également plus élevés pour ces catégories sociales inférieures, ce qui va de fait créer une inégalité de plus et une corrélation entre l'inégalité sociale et l'inégalité environnementale. On se rend compte également que ce sont dans ces territoires-là c'est les personnes les plus précaires qui vont avoir des habitats mal isolés, donc ça va les soumettre à des épisodes, par exemple, caniculeux ou des hivers très froids, de manière plus importante. En France, notamment, on a 7 millions de personnes qui vivent dans des passoires thermiques, donc, ce qui est assez énorme et qui traduit bien, du coup, le fait qu'on ne soit pas soumis de la même manière à une catastrophe climatique en fonction, derrière, de son habitat. Hors du territoire français, on peut penser à l'exemple d'Haïti, notamment, donc le tremblement de terre désastreux de 2010, où on a eu 1,5 million de personnes qui se sont retrouvées sans logement après ce tremblement de terre. Or, ces personnes habitaient déjà
initialement dans des bidonvilles et donc disposaient de ressources économiques et sociales très faibles. Un autre exemple qui est très significatif quand on parle d'inégalité environnementale et sociale, c'est l'exemple de l'ouragan Katrina à la Nouvelle-Orléans en 2005, puisque la majorité des logements détruits, ils étaient habités par les populations pauvres de la ville qui habitaient dans des zones vulnérables, situées aussi en partie plus près du fleuve que les populations plus riches qui habitaient plus en hauteur. Et ça, on peut s'en rendre compte dans de nombreux endroits et dans de nombreux territoires. Mais je vais donner la parole à Clotilde, qui va pouvoir illustrer ces exemples d'inégalité environnementale dans d'autres exemples et dans d'autres domaines que le logement. Oui, merci Valentin et bonjour à tout le monde. Du coup, oui, outre ces inégalités liées au logement, ce qu'on remarque, c'est aussi, et ça vient souvent dans les discussions, c'est les inégalités liées à la santé des personnes, parce que à la fois le changement climatique et à la fois les dégradations environnementales vont avoir des impacts sur la santé des populations, et notamment les populations les plus précaires. Donc, Valentin a parlé d'habitats mal isolés. Donc, par exemple, dans ce cas-là, si des personnes habitent dans des passoires thermiques, comme on appelle ça, généralement, ces personnes vont être plus à même de développer des maladies, notamment respiratoires, dues soit au froid, soit au chaud, donc dû au manque d'isolement des logements. Ça, du coup, c'est plus lié au lieu de vie des populations. Après, on a tous les impacts sanitaires aussi liés aux pollutions, donc aux pollutions de l'air, aux pollutions des eaux, aux pollutions des sols. Donc, les personnes qui vivent proches d'échangeurs routiers vont être en effet plus à même de recevoir ce type de pollution et du coup de développer des maladies. Après, on peut citer d'autres exemples sanitaires, notamment dans le cadre de catastrophes naturelles où des maladies vont se diffuser plus facilement que qu'en temps normal. Donc après des tsunamis, par exemple. Je peux prendre aussi un exemple dans les Outre-mer où là, à cause du réchauffement climatique et de l'augmentation des températures, il y a les maladies liées à la dengue qui se sont largement diffusées, et notamment à l'île de la Réunion, par exemple, où en 2019, l'île a été particulièrement touchée par ces maladies-là, qui est transmise par les moustiques, par exemple. Donc ça, c'était pour un autre exemple, outre le logement et la santé. Après, on en a une multitude d'autres, et par exemple, l'accès à l'information. Parce qu'on remarque que s'informer sur le climat, c'est encore beaucoup réservé aux plus avantagés, et qu'il y a une réelle désinformation, notamment du monde politique. Tout le monde n'a pas accès à ce type d'information et à la possibilité d'aller se renseigner soi-même non plus. Il y a aussi une inégalité liée à l'accompagnement face aux risques et à l'interpellation des pouvoirs publics. Sur ce dernier point, d'ailleurs, je peux prendre un exemple un peu concret de la rocade L2 à Marseille au moment de sa construction. En fait, c'est une rocade qui traverse Marseille d'est au nord. Et en fait, 60% de cette rocade-là est enterrée sur la partie est, mais pas sur la partie nord. Alors que la partie nord est la partie de la ville la plus pauvre. Et du coup, on remarque en fait qu'il y a eu une manque d'informations données aux populations vivant dans ces territoires-là, qui auraient pu donner leur avis et du coup éviter toutes sortes de pollutions à la fois sonores et atmosphériques. Donc ça, c'était des exemples assez généraux. Après, on remarque aussi qu'en fonction des territoires au sein même d'un pays, il y a les impacts physiques sont très très différents d'une région à l'autre. Donc si on prend l'exemple de la France, les habitants des Outre-mer, par exemple, sont particulièrement confrontés aux effets du changement climatique. Et c'est pas juste ça, c'est à la fois confronté aux effets du changement climatique, tout en étant très vulnérable et en étant un territoire où il y a un niveau élevé de pauvreté. Donc, ils sont à la fois plus exposés et plus sensibles, avec une moindre capacité d'adaptation et de résilience si jamais il y a des catastrophes naturelles, par exemple.
En France, évidemment, il y a d'autres territoires qui sont touchés par le changement climatique. On est un territoire qui est assez diversifié et du coup, on a notamment les littoraux, donc le Nord-Pas-de-Calais, la Provence, la Corse, le littoral aquitain, ou encore les zones inondables. On pense souvent à l'Aude ou au Var qui subissent des inondations assez fréquemment. Et du coup, dans ces populations, dans ces territoires-là sont plus impactés que certains autres territoires en France. Et c'est pareil à l'échelle mondiale, mais je ne me pencherai pas trop sur cette question-là et on pourra y revenir plus tard si vous le souhaitez. Et je voudrais juste finir sur un dernier exemple de ces inégalités en fonction des métiers que les gens exercent. Et je vais essayer de nommer 3 catégories de métiers qui seront particulièrement impactés par le réchauffement climatique et notamment la hausse des températures du coup. Qui sont l'agriculture, parce qu'il va y avoir forcément une atteinte à l'activité des personnes qui travaillent la terre, il va y avoir une baisse des rendements et de la production. L'industrie aussi, on y pense peut-être moins, mais il y aura des risques de mortalité qui vont être accrus pendant ces périodes de forte chaleur, parce qu'il y a des procédés de travail qui sont plus dangereux que d'autres et qui dégagent de la chaleur en plus de la chaleur extérieure. Donc par exemple, tout ce qui est fonderie, four de boulanger, ce genre de métier. Et enfin, un dernier exemple, c'est peut-être dans le secteur du bâtiment où, pareil, pendant les périodes de forte chaleur, les métiers en extérieur, donc dans la construction et le bâtiment, vont subir, en fait, imaginons un été à 50 degrés, ça semble impensable de travailler en extérieur. On l'a vu l'été dernier avec les grosses canicules qu'on a subies, on voyait des gens travailler en extérieur et ça semble... Enfin, ça aussi nécessite certainement une évolution de notre droit du travail, mais c'est peut-être une autre question. Mais bref, du coup, voilà, je voulais revenir sur ces exemples particuliers et maintenant, je vais redonner la parole à Valentin pour peut-être parler de l'émergence en fait, de ce concept de justice environnementale dans le monde et en France. Valentin, ton micro. Pardon, mon micro était coupé. Je disais, ces exemples d'inégalités environnementales, elles ont donné lieu à travers le monde à des interprétations différentes et donc derrière, elles se sont traduites par des jurisprudences différentes et des juridications différentes. Mais il y a une définition assez large donc, de l'Agence britannique de l'environnement qui parle finalement de 3 types de justice environnementale, donc qui font écho aux multiples types d'inégalités environnementales que l'on a pu citer précédemment. Mais c'est vraiment la justice distributive, donc à réfléchir à comment les mots, donc ça veut dire les pollutions, mais aussi les biens, comme je disais, les espaces verts ou les paysages ou les parcs naturels, sont ou pourraient être répartis de manière égale entre les différents groupes sociaux. Ensuite, c'est la justice procédurale. C'est comme tu disais tout à l'heure, tu prenais l'exemple du non-recours entre guillemets, des catégories sociales pauvres des quartiers nord de Marseille à la justice, de leur non-capacité de mobilisation pour faire recours au droit et pour permettre le recouvrement de l'autoroute. Donc ça va être cette justice procédurale et c'est aussi en même temps, c'est la méconnaissance du coup par exemple, la méconnaissance juridique de la construction d'un autoroute ou d'un échangeur routier. On va méconnaître le projet et du coup, on aura peu de ressources pour pouvoir s'y opposer. Ça, c'est valable dans beaucoup d'exemples et on voit bien tout de suite, notamment, je pense, par exemple, au cas, et on peut le voir, de construction d'échangeurs routiers dans le nord-est parisien. Si on compare ça avec les échangeurs routiers de l'ouest parisien, on voit qu'ils ne sont pas aussi proches des habitations, notamment. Et enfin, du coup, le dernier type de justice large, c'est vraiment la justice en termes de politique publique, c'est-à-dire comment on fait en sorte que les politiques publiques environnementales influencent les groupes sociaux de manière équitable pour ne pas tomber, comme j'ai pu le dire précédemment, dans typiquement le mauvais exemple de la taxe carbone de l'automne 2018. Ce contexte et ces définitions donc larges de justice environnementale, elles ont une histoire très particulière aux États-Unis.
Aux États-Unis, la définition plus réduite et simple qu'on en fait, mais c'est vraiment, on parle de l'inégalité dans l'exposition aux risques environnementaux, donc la pollution, les déchets, l'inondation, mais, et c'est clairement stipulé, c'est la mise à l'écart des minorités raciales dans la conception et la mise en œuvre des politiques environnementales. C'est ça, cette partie-là, elle est assez importante. Je pense que Clotilde pourra la détailler, parce que les États-Unis, contrairement à la France, ont un système du coup de quotas, pas de quotas, mais de, pardon, les minorités raciales sont prises en compte dans les statistiques, et donc ça permet, en termes de politique publique, aussi d'autres résultats, et c'est d'autres manières aussi pour ces groupes sociaux de se faire entendre. Mais peut-être que Clotilde pourra donner quelques exemples, et on aura l'occasion aussi de revenir du coup sur cette historique de justice environnementale et notamment de racisme environnemental par ailleurs par la fin. En effet, ouais, merci Valentin. Le terme de justice environnementale aux États-Unis, il a vraiment quelque chose de particulier. Il a notamment, le terme en lui-même, je crois que ça date des années 80, mais avant même que le terme soit créé en quelque sorte, il y avait eu des mobilisations par ces minorités ethniques qui en fait avaient remarqué des changements dans leur environnement proche et la volonté des pouvoirs publics de construire en fait des entreprises, disons, toxiques à côté de chez eux, et ce dont, évidemment, ils refusaient la construction. Donc, on a plusieurs exemples, et il y en a qui sont assez particuliers. Par exemple, le premier, ça date de la fin des années 70, à Love Canal, dans l'État de New York, où en fait, il y a des habitants qui vivaient sur une décharge abandonnée de déchets toxiques et qui l'ont découvert, et où du coup ils se sont mis à protester contre, évidemment, et à montrer en fait ces liens entre l'implantation d'usines en fait polluantes et les discriminations raciales. L'exemple le plus frappant, il vient de la Caroline du Nord à Warren County, et c'est en 1982, où en fait il y a des... J'admets les gens en même temps, pardon. Il y a des habitants qui ont empêché l'implantation d'un site d'enfouissement de déchets dangereux, parce que évidemment ça allait avoir d'énormes conséquences sur leur vie, sur leurs droits fondamentaux aussi, et sur leur droit à la vie tout simplement, et ça allait avoir des conséquences sanitaires notamment. Donc en fait, ce qu'on remarque, c'est une accumulation, comme l'a dit Valentin, de deux formes de discrimination. Donc il y a une discrimination raciale et une discrimination environnementale, où en fait on voit une inégalité d'exposition au danger, qui a donné notamment naissance, comme l'a dit Valentin, au terme de racisme environnemental aussi. Et on l'a déjà un petit peu évoqué tout à l'heure, mais le cas de l'ouragan Katrina à l'été 2005 à la Nouvelle-Orléans en Louisiane, il est aussi frappant, parce qu'il a touché, cet ouragan, majoritairement les populations noires et hispaniques de la Nouvelle-Orléans, qui ont eu plus de mal à évacuer leur quartier, qui d'ailleurs, leur quartier était construit sur des zones inondables, alors que les plus riches de la ville et de l'État en règle générale habitaient dans les hauteurs et ont eu plus de facilité, disons, à échapper au désastre. Donc, ce qu'on voit, c'est à la fois des plus grandes vulnérabilités et une moindre résilience face à ces changements environnementaux qui sont assez frappants, en effet. Et je redonne la parole à Valentin pour des exemples un petit peu plus locaux, français. Merci Clotilde. En effet, sur ce lien entre minorité raciale et donc discrimination raciale, discrimination environnementale, comme je disais, en France, c'est plus difficile puisque statistiquement, on ne reconnaît pas l'existence de ces minorités. Mais quand on pense notamment à la canicule de 2003, donc, il faut savoir que la Seine-Saint-Denis, c'est par exemple le deuxième département le plus touché, en même temps qu'il est le département le plus pauvre de France. Et donc ça, c'est dû en partie à la mauvaise qualité de logement, donc qui rend cette canicule insupportable, mais c'est aussi un échec de la diffusion de l'information, d'arriver à informer, à prévenir des gestes entre guillemets quotidiens qu'il faut faire. Et on est plus vulnérable à la santé par ailleurs, puisqu'on est victime, par exemple, d'une pollution plus forte,
de son cadre de vie. Un autre exemple d'injustice environnementale, ça va être lors de l'explosion de l'usine AZF, puisqu'on se rend compte que tous les logements et les habitations qui ont été construits autour de l'usine, ce sont principalement des logements modestes ou des logements sociaux. Et ces quartiers donc, ont été les premiers et les plus touchés par l'explosion du site en 2001. Et je pense que l'exemple de l'explosion de Lubrizol à Rouen aussi nous donnerait des exemples aussi d'inégalités territoriales et qui traduisent et qui se corrèlent à des inégalités sociales et environnementales. Comme je disais, c'est important de faire cette distinction entre vraiment une approche anglo-saxonne, puisqu'il y a vraiment une approche anglo-saxonne des minorités ethniques, une approche entre guillemets française et plus universaliste. Mais ce qui est important, c'est de retenir ce concept en partie de racisme environnemental. Il est important pour des organisations du mouvement climat, puisqu'on sait que pour mobiliser largement, c'est avant tout sur des questions d'injustice qu'on arrive à créer de fortes mobilisations et un fort sentiment d'appartenance. Ces questions d'inégalité environnementale, elles peuvent permettre de rejoindre et de rallier au mouvement climat de nombreuses autres organisations et collectifs pour qui les questions écologiques, comme on peut les poser à l'heure actuelle, pourraient sembler un petit peu décalées avec leurs problèmes du quotidien. Or, quand on traite les questions d'inégalité environnementale au regard des inégalités écologiques et des inégalités, au regard des inégalités sociales, on se rend compte qu'il y a de nombreux liens qui apparaissent fortement. Et du coup, peut-être pour appuyer ce que le droit pourrait faire et ce que devraient faire les droits fondamentaux donc dans la lutte contre le changement climatique et contre les inégalités environnementales, je vais redonner la parole à Clotilde. Oui, merci. Donc oui, en effet, pour nous, donc à notre affaire à tous, mais aussi pour ATD Quart Monde et le CRID, s'appuyer sur les droits fondamentaux en fait, dans la lutte contre le changement climatique, ça nous semble essentiel. Parce qu'en fait, la justice environnementale, elle part du principe que les individus, ils ne sont pas égaux face aux dégradations de l'environnement, qu'il y a des effets négatifs qui touchent plus certaines personnes que d'autres et que ces conséquences viennent directement de l'activité humaine. Et donc, ce qui semble caractériser ces inégalités, c'est une exposition particulière aux dangers et qui porte atteinte, en fait, ces dangers aux droits fondamentaux des plus précaires. Donc, on n'a pas forcément cité les personnes qui sont les plus touchées par ces dégradations environnementales et ce changement climatique, mais c'est souvent, du coup, les minorités ethniques, les personnes âgées, les femmes, les enfants. Et donc, qu'il s'agisse de leur santé, de leur confort, de leur vie, tout simplement, c'est ces personnes-là qui subissent le plus ces atteintes. Et d'ailleurs, pour ATD Quart Monde, l'approche centrée sur les droits, elle est primordiale parce que les personnes en situation de précarité, ils ont des droits, comme tout le monde. Donc à la santé, à l'éducation, à un environnement sain comme tout le monde, mais qui leur sont souvent niés. Et ce qu'on a remarqué, nous, c'est que du coup, ces droits qui leur sont niés, ils leur sont surtout niés, enfin souvent en tout cas, dans l'élaboration des politiques publiques environnementales, qui sont censées du coup améliorer et nous mener vers une transition écologique, mais qui du coup impactent les droits sociaux de beaucoup de personnes. Donc ces politiques environnementales, elles favorisent en fait des atteintes aux droits. Et en fait, pourquoi? C'est parce qu'il y a encore une séparation trop grande dans l'élaboration de ces politiques publiques. D'un côté, on pense les inégalités sociales et comment lutter contre celles-ci, et d'un côté, on pense le domaine environnemental. Et encore trop peu souvent, on pense les deux ensemble, et c'est ce qui pose problème dans l'élaboration de ces politiques publiques. Et du coup, il y a des exemples assez récents que je peux citer ici, et notamment l'interdiction de certaines vieilles voitures en ville qui pénalisent en fait surtout les individus qui sont les plus défavorisés et qui vont pas avoir l'argent ou les moyens de s'acheter un nouveau véhicule.
Ça, c'était un exemple tout simple. On a aussi l'exemple du projet du Grand Paris, qui souhaite du coup faire de la métropole parisienne une métropole où il y a de plus en plus de transports en commun, donc élargir les transports en commun jusque dans les banlieues, augmenter les lignes de RER jusque dans les banlieues. Donc c'est très louable comme initiative du côté environnemental. Mais d'un autre côté, en fait, avec du coup cette nouvelle attractivité pour les territoires qui sont un peu lointains, on va remarquer plus d'attractivité et du coup une certaine gentrification qui va faire augmenter les loyers. Du coup, c'est cette politique environnementale où en fait on veut implanter de nouveaux transports en commun, elle est en effet très bien, mais du coup sans penser, enfin elle est élaborée sans penser à ces répercussions que ça aura sur les personnes qui vont directement en subir les conséquences. Et enfin, le dernier exemple, et qui est le plus récent, c'est celui de la taxe carbone, du coup, qui a été mise en place en 2014 et relevée progressivement jusqu'à l'automne 2018, jusqu'à ce qu'il y ait les manifestations des Gilets jaunes. Et en fait, cette taxe carbone a été pensée sans penser aux revenus des plus précaires. Et pour un petit chiffre, en fait, 10% les plus pauvres en France payent proportionnellement à leurs revenus 2,7 fois plus de taxes carbone que 10% les plus riches. Et ce chiffre-là, il a été trouvé dans un rapport qui a été fait notamment par ATD Quart Monde, mais aussi par le réseau Action Climat, Oxfam et la Fondation Abbé Pierre, si je ne me trompe pas, qui s'appelle Plaidoyer pour un budget vert et juste, et en fait, dans lequel ils élaborent des propositions pour en fait faire des politiques environnementales en prenant en compte les revenus des personnes les plus impactées. Donc pour nous, vraiment, ces droits fondamentaux, s'appuyer sur le discours des droits fondamentaux, il est essentiel, à la fois dans les politiques publiques, mais aussi dans d'autres domaines. En fait, la réduction des inégalités dans les politiques publiques environnementales, ce discours-là, il est nécessaire parce que l'un ne va pas sans l'autre, comme j'ai déjà dit. Et en effet, si je peux revenir peut-être sur les droits fondamentaux impactés par la crise climatique et les dégradations environnementales, et pas juste par l'élaboration des politiques publiques, bien sûr. En fait, il y a différentes conséquences du changement climatique qui impliquent des menaces sur les droits fondamentaux. Donc, par exemple, quand on subit une perte de terres agricoles, une perte de littoral, quand des logements sont détruits, que nos revenus en fait ne cessent de diminuer parce qu'on a un métier qui, par exemple, on est agriculteur et on perd des revenus parce que il y en a de plus en plus de sécheresse et du coup on perd des rendements, que les services de l'éducation sont perturbés. Ça correspond à des atteintes à nos droits qui sont censés être protégés à la fois au niveau national, au niveau européen, au niveau international. Et ces droits-là, ça peut être la libre disposition de soi, le droit à la vie, le droit à la santé, le droit à un niveau de vie suffisant, à un logement décent, à l'éducation, à la propriété. Et du coup, nous, à notre affaire à tous, face à ça, on a l'impression que les actions en justice, elles peuvent être menées pour faire valoir ces droits. Et du coup, on accompagne et on porte diverses actions en justice qui traitent des droits fondamentaux en leur sein. Un exemple assez intéressant, c'est l'action en justice qui s'appelle le People's Climate Case, qui a été lancée en 2018, où en fait 10 familles européennes et une de Fidji et une du Kenya, ainsi qu'une association de jeunesse autochtone, ont porté une action en justice contre l'Union européenne pour manque d'ambition climatique à l'horizon 2030 et menace à ses droits fondamentaux. Donc en fait, les familles plaignantes montraient que l'inaction de l'Union européenne avait des conséquences directes sur la vie des familles plaignantes. Donc pour peut-être aller un petit peu plus loin, ces plaignants, c'était des agriculteurs, des forestiers, des éleveurs, des apiculteurs, donc qui vont forcément subir en fait des changements environnementaux qui seront assez conséquents et qui devront peut-être certainement changer de métier ou alors déménager si c'est possible. Enfin, c'est quand même des changements de vie qui doivent être réfléchis quand même. C'est pas rien. Et par exemple, le plaignant français, lui, il a perdu 44% de ses revenus liés à la production de lavande en 10 ans. Même s'il ne fait pas partie des plus précaires de ces plaignants-là,
c'est quand même assez marquant comme phénomène. Après, parmi les plaignants, il y a aussi une association de jeunesse autochtone, du coup, comme je l'ai dit, qui est en Suède. Et en fait, eux, ils vivent ils dépendent directement de notre point de vue, de notre relation à la nature. Et du coup, si leur environnement autour d'eux est détérioré, ça va avoir des impacts directs sur leur droit à la vie. Donc voilà, je pense que cet exemple, il était assez intéressant parce que dans cette action en justice, il mobilise un peu, il mobilise les droits fondamentaux qui sont censés être respectés par les États de l'Union européenne et qui vont de pair avec une politique de lutte contre le changement climatique. Donc je pense que c'est assez essentiel de rappeler que chacun est légitime en fait dans la lutte environnementale et comme on touche aux droits fondamentaux, on touche à l'individu même, et en fait, c'est l'individu qu'il faut recentrer au sein des débats. En fait, c'est à eux et qu'il faut penser en même temps qu'on pense à la protection de la nature. Donc, pour nous, en fait, les principes d'égalité, de solidarité, de respect des droits fondamentaux, ils sont à la base de la justice sociale. Et en fait, comme ils sont à la base de la justice sociale, mais ils sont aussi à la base de la justice climatique, qui est en lien avec la protection de nos droits fondamentaux. Nos droits humains, en fait, intègrent le droit à un environnement sain, et du coup, il faut penser à ça quand on élabore des politiques environnementales. Je laisse la parole du coup à Rémi, parce que je me suis fait un petit peu longue, mais Rémi, du coup, je te laisse finir sur la parole en fait des plus pauvres et ce qu'on peut apprendre d'eux dans la lutte contre le changement climatique. Oui, ok. Alors en effet, on va essayer de finir vers 19h, afin ensuite d'entamer un moment de réponse aux différentes questions qui ont été posées en live. Alors du coup, en effet, pourquoi et comment s'appuyer sur l'expérience des plus pauvres pour bâtir une société écologique? Pour commencer, en fait, je voudrais déjà rappeler, qu'est-ce que c'est aujourd'hui une personne en précarité? Une personne pauvre en France, on considère que la définition officielle, c'est une personne qui touche moins de 1 000 euros par mois, c'est-à-dire 60% du revenu médian environ. Et donc voilà, donc c'est une base économique qui fait consensus et sur laquelle on s'appuie. Donc on sait qu'il y a 9 millions de personnes en France, 14% de la population, qui touchent moins que ce seuil-là, donc c'est 1 000 euros par mois. À TDK Monde, on aime bien rappeler que la pauvreté, ça peut se définir aussi de différentes manières, et notamment la pauvreté, c'est un combat. Un combat parce que quand on dispose de si peu de ressources économiques, bien sûr, il va falloir qu'on s'adapte à un environnement qui est contraint, à des privations, et donc par rapport à ça, c'est un combat. Et c'est un combat qui nous permet, en fait, qui permet aux personnes en précarité de développer un certain nombre de savoirs, une expertise. Et en fait, cette expertise, ce savoir, elle est toujours niée, ou en tout cas ignorée dans la société. Et c'est un des gros travail d'ATD d'essayer de montrer que, oui, ces personnes-là, au-delà du bagage académique ou professionnel ou d'autres choses qu'on puisse avoir, il y a un bagage personnel qu'on porte et qui peut servir à la société. Pour ce qui nous concerne, par exemple, je vais aller dans 2 directions par rapport à ça. La première direction, c'est les pratiques inspirantes. Par exemple, la réparation, le recyclage. Quand on a moins de ressources, évidemment que l'injonction de notre société de consommation qui dit tu achètes, tu jettes, tu rachètes, ça marche pas comme ça. Et donc cette habitude de recycler, de réparer, c'est quand même une pratique qui s'est beaucoup développée, qui se développe tout le temps dans les milieux précarité. Et un exemple par rapport à ça, c'est les chiffonniers, les bifins, comme on disait. C'est un métier, je connais les 60, donc des personnes qui récupéraient les matériaux, les vêtements, donc les chiffres, le bois, l'aluminium, etc. C'est typiquement de l'économie informelle et ça se fait encore dans un tas de pays. Et ça, enfin, ce métier-là, il a disparu dans les années 60. Il y a Emmaüs, finalement, qui l'a fait vivre, qui a perduré cette activité-là avec ses centres Emmaüs. Mais il a fallu attendre les années 90 pour que le tri, le recyclage, reprenne une note positive. Et là, ce que je veux dire, c'est vraiment le regard qu'on portait sur le recyclage, ce genre de choses, qui était pratiqué donc, en partie par les plus pauvres, était
n'étaient pas dignes d'intérêt jusqu'à présent. Et aujourd'hui, on voit fleurir des ressourceries, des recycleries, et où on redécouvre en effet l'intérêt et le plaisir potentiel de réparer ces objets plutôt que de les mettre à la benne. Voilà, un exemple de pratique. Une autre pratique intéressante, c'est le glanage. Le glanage, donc cette pratique, ça date de l'Antiquité, on en trouve des traces jusque-là, qui consiste à aller récupérer ce que les moissonneurs ont laissé dans les champs. Par extension, c'est devenu du coup d'aller chercher sur les marchés des invendus à la fin du marché, donc de récupérer les invendus. Et puis par extension, c'était d'aller récupérer dans les poubelles des supermarchés ce qui était considéré comme impropre à la consommation. Bon. Le glanage, encore récemment, là, en novembre 2019, dans une université populaire dont je vous parlais tout à l'heure, il y a une personne qui nous disait, dans mon entourage, les personnes qui n'ont pas les moyens vont dans la nature ramasser les châtaignes et les mûres. Voilà. Et cette pratique-là, aujourd'hui, on voit qu'il y a des militants anti-gaspillage qui l'endossent à 100% et qui assument complètement d'aller dans les poubelles des supermarchés ou faire du glanage à la fin des marchés. Parce que pour eux, c'est une aberration, évidemment, d'avoir une société de consommation, une société productiviste qui nous déverse des surplus énormes et des déchets monstrueux. Et à côté de ça, certaines personnes, du coup, font le choix de s'en nourrir ou de les consommer. Je n'appelle pas évidemment à ce que toutes les sociétés en viennent au glanage. En revanche, ce qui est intéressant, c'est ce lien entre sobriété subie et sobriété choisie. Et comment aujourd'hui, le regard qu'on pouvait porter à un moment sur le glanage, où typiquement c'était les pauvres qui pratiquaient cette activité, les indigents, comme on disait au Moyen-Âge, et aujourd'hui, elle revient et elle est tout à fait considérée. Une autre direction que je voulais prendre à ce niveau-là, c'est donc sur le savoir des plus pauvres, on en parlait tout à l'heure, c'est l'expertise sur l'accès aux droits. Les personnes en précarité, évidemment que l'accès au logement, l'accès à la santé, l'accès à l'éducation, comme je disais, c'est un combat. Et elles voient très bien les freins qu'il y a aujourd'hui dans notre société et les limites de notre modèle. Et ces limites-là, on passerait à côté, si demain on veut construire une société écologique, on passerait à côté et on reproduirait sans doute les mêmes erreurs si on n'arrivait pas à intégrer le savoir des personnes en précarité de ce qu'elles vivent aujourd'hui, de cet accès au droit qui est entravé. Donc, je passe un peu parce que l'heure tourne, mais voilà, en tout cas, il y a vraiment quelque chose à chercher dans le dialogue avec les plus exclus aujourd'hui de notre société pour pouvoir les inclure dans la société de demain. Comment on fait? Alors, plusieurs pistes. La première, elle est connue, c'est la démocratie participative. Donc, vous savez, c'est tout un ensemble de moyens qui sont mis à disposition par les collectivités locales ou par l'État pour permettre aux citoyens de s'exprimer et de participer à la vie politique de manière plus continue que seulement d'aller voter une fois par an pour différentes élections. Un bel exemple qu'on a par rapport au sujet qui nous intéresse, l'écologie, c'est la Convention citoyenne pour le climat, mise en place à la suite des Gilets jaunes début 2019 par notre gouvernement et qui a comme mission de réfléchir au climat, et là qui a commencé à réfléchir fin 2019 et qui a poursuivi début 2020. Alors, on peut penser ce qu'on veut de cette assemblée, elle arrive bien tard, est-ce qu'on a besoin de ses conclusions? Ce n'est pas notre débat aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a 150 citoyens tirés au sort, qui sont représentatifs de la société française. Je disais tout à l'heure, il y a 14% de pauvres en France. Dans cette assemblée, il y a des gens qui, en effet, et ATD parmi d'autres a veillé à ça, sont des gens qui n'ont pas un fort bagage éducatif, culturel, etc. Donc, l'avantage de ces assemblées, c'est qu'on a des personnes qui se rencontrent, et des personnes qui ne se croiseraient jamais par ailleurs, et là, qui ont la possibilité de réfléchir collectivement à cet enjeu qui nous intéresse tous, le climat. Et à partir de là, pour nous, la démocratie participative, c'est vraiment quelque chose qu'on appelle de nos voeux et à multiplier ce type d'instance qui permet à des personnes en précarité de participer au débat public, mais attention toujours aux conditions de la participation. Il est évident que si vous mettez face à face une personne au cadre dirigeant dans une grosse boîte et puis une autre éloignée de l'emploi depuis 2 ans et qui n'a pas un bagage social, culturel, économique important derrière lui, mettre en face ces 2 personnes, évidemment que la première aura beaucoup plus d'aisance dans ce type d'exercice pour prendre une position, l'assumer, l'affirmer, et que l'autre, bien sûr que non.
Donc, les conditions de la participation, c'est vraiment quelque chose, on fait appel à un domaine qui s'appelle l'éducation populaire, c'est-à-dire ce n'est pas une éducation formelle descendante, c'est se dire on est tous à un niveau d'égalité sur une problématique donnée, et donc on va travailler en petits groupes, on fait des temps de préparation, on répartit la parole de façon équitable pour éviter que ce soit les sachants ou les grandes gueules qui monopolisent le débat. Voilà, enfin, c'est tout un tas de méthodes assez ludiques qui permettent d'équilibrer un débat. Donc, démocratie participative intéressante, mais attention aux conditions de la participation. La deuxième piste, je m'arrêterai là, la deuxième piste, c'est du coup la redevabilité des politiques publiques, par exemple. Concrètement, ça veut dire que nous, à ATD, on considère que toute politique publique devrait être transparente et devrait pouvoir dire, voilà, son impact futur sur les 10% des plus pauvres, et ben, ça va être ça. La taxe carbone, on en a parlé plusieurs fois. Il est évident qu'on savait très bien qu'elle allait impacter les plus pauvres. Ceci étant, on ne l'a pas vraiment mis en avant et on n'a pas prévu de mesures correctives. On s'est dit, tant que ça passe, ça va. Bon, là, ça n'a pas passé, ça a cassé. Donc voilà, une mesure de l'impact et une transparence des politiques publiques serait vraiment la bienvenue aussi par rapport à ça. Et juste pour conclure ce petit chapitre, bien sûr qu'il y a un travail énorme à faire. C'est ce qu'on fait aujourd'hui dans le réseau Écologie et Grande Pauvreté avec notre affaire à tous, avec le CRID et puis avec un tas d'autres acteurs. C'est qu'on se rassemble justement avec nos différentes casquettes et nos différentes visions. On essaie de dialoguer ensemble pour essayer de se comprendre. Et ça, c'est qu'on pousse vraiment à ce que ce type d'événements ou de rencontres se multiplient. Et les collaborations entre la Fondation Abbé Pierre, dont on parlait tout à l'heure, et ATD, Alternative et compagnie, c'est essentiel pour qu'on puisse avoir un dialogue commun et savoir comment intégrer les personnes en précarité dans la société écologique qu'on appelle de nouveau. Julie, je te laisse conclure. Oui, alors on va prendre quelques questions. Alors déjà, merci à Clotilde, Rémi et Valentin pour votre présentation très complète sur ce que sont les inégalités climatiques et environnementales. Vous pouvez encore mettre des questions en commentaire, hein, n'hésitez pas. Alors d'abord, une première question très générale pour Rémi. De qui parle-t-on lorsqu'on parle des personnes pauvres? Alors donc, comme je le disais, les personnes pauvres en France, c'est 9 millions de personnes, une population française qui doit faire 65 millions, je pense, de personnes, et donc ça représente 14% de la population. Donc c'est des personnes qui vivent avec moins de 1 000 € par mois. D'accord. Puis vous pouvez trouver plus d'informations sur cette définition sur le site d'ATD Quart Monde. Ensuite, une deuxième question. Selon vous, est-ce que le niveau de richesse est corrélé à la capacité d'adaptation et à la résilience face au changement climatique? Par exemple, on observe au Bangladesh de nombreux projets locaux de résilience de communautés et d'adaptation au territoire. Par exemple, la diversification de l'agriculture, la construction d'abris ou la reforestation. Ça, c'est une remarque, je ne sais pas lequel de vous souhaitez répondre. Oui, Valentin. Peut-être quelques éléments, enfin, ce serait une manière de répondre. Je pense que sans volonté publique forte et sans politique publique conséquente, non, on peut pas dire que malheureusement, le niveau de richesse des sociétés leur permettra d'être plus résilientes. Parce que notamment, on le voit à travers la courbe de Kuznets environnemental qui, du coup, était un postulat économique qui disait que les sociétés, dans leur base de leur développement économique, étaient peu soucieuses de l'environnement, mais une fois qu'elles développaient un petit peu mieux leur économie, dans une deuxième phase de développement, elles se retrouvaient à se soucier mieux et de meilleure manière des questions environnementales. Et en fait, on constate que c'est invalidé puisque les pays qui sont maintenant plus que développés, je fais exprès d'employer ce terme avec des guillemets, continuent à être les premiers pollueurs
notamment parce que si on peut voir des différences de pollution, notamment sur les pollutions visuelles, on se rend compte qu'il y a toutes les pollutions, entre guillemets, plus cachées qui restent très très fortes dans les pays riches, et aussi que toute la consommation de ces pays, même si elle n'est pas forcément produite sur place, elle va être produite du coup dans d'autres pays. Je pense notamment à la Chine, qui va être un peu le réservoir de la production mondiale, donc qui va faire augmenter par ailleurs la production des pays riches. Et, et enfin, je pense que la capacité de résilience à un niveau étatique, au-delà des communautés, elle dépend de choix politiques, puisque par ailleurs, il est certain que les nouvelles technologies peuvent permettre en partie la résilience si derrière elles sont, entre guillemets, déployées et qu'elles appuient des choix politiques forts. Ok. Merci pour cette réponse, Valentin. Une autre question sur la taxe carbone de 2018. C'est quelqu'un qui nous demande quel est le problème avec cette taxe carbone et qui nous dit que, selon cette personne, c'est le moyen le plus efficace pour réduire les émissions si elle est appliquée à tous les produits et services. Alors, je ne sais pas qui souhaite y répondre. Oui, je peux commencer vu que c'est moi qui ai abordé le sujet et après vous pouvez me compléter, Rémi et Valentin. En fait, le problème de la taxe carbone en 2018, c'était que elle ne prenait pas en compte en fait les revenus des populations. Donc imaginons les 14% les plus pauvres de la société, comme le disait Rémi, qui gagnent 1 000 € par mois. En fait, la taxe n'était pas déduite en fonction de ce qu'ils gagnaient, mais en fonction d'un calcul autre qui du coup impactait leur mode de vie et leur vie quotidienne. Comme je crois que j'ai dit un chiffre tout à l'heure, mais je peux peut-être le répéter, ça vient du rapport que je citais, que 10% des plus pauvres en France paient proportionnellement à leurs revenus 2,7 fois plus de taxes carbone que les 10% les plus riches. Et du coup, on voit qu'il y a quand même un petit problème et du coup, ça vient impacter en fait leur vie même. Et en fait, ils finissent les mois très difficilement. Et il me semble, mais je pense que tu peux me confirmer, Rémi, que dans cette même étude, donc plaidoyer pour un budget vert et juste, il y a un calcul un peu idéal de ce qu'aurait pu être la taxe carbone en fonction des revenus des gens et ce qu'aurait pu payer un foyer qui gagne X euros par mois si ça avait été équitable. Oui, c'est sûr que je conseille la lecture de cette étude et bon, tu as répondu en partie, Clotilde. Le fait est que, comme toute taxe qu'on appelle proportionnelle, donc en effet, si vous mettez 100 € d'essence dans votre réservoir et que vous gagnez un SMIC, ça n'a évidemment pas le même impact que quand vous gagnez 4 SMIC. Cette taxe carbone, donc là en effet, ça s'appliquait notamment sur le pétrole, donc l'essence. Et ce qui se passe en 2018 aussi, c'est qu'il y a eu les prix du pétrole ont augmenté. Et jusqu'à présent, elle était relativement inaperçue. Mais là, en fait, il y a eu cet effet-là, plus l'effet, bien sûr, comme vous savez, un gouvernement qui a renoncé à un impôt, pour le coup, qui est progressif, qui s'appelle l'ISF, l'impôt sur la solidarité, l'impôt de solidarité sur la fortune. Et en fait, le problème avec cette taxe, il y avait donc une part, c'était une taxe supplémentaire sur de la consommation, donc proportionnelle à la consommation. Et surtout, ce qui s'est passé, c'est qu'elle venait avec tout ce qui se passait comme mesure pour épargner les plus riches de leur effort et de ce qu'on appelle un impôt progressif. Et donc voilà, clairement, c'est là qu'il y a eu les Gilets jaunes ont en partie explosé à cause de ça. Mais la question de savoir comment imposer, trouver les sous nécessaires pour assurer cette transition écologique. Donc, on peut imaginer des taxes comme ça sur le prix d'énergie et sans doute qu'il faut le faire et que ça peut être intéressant. Ceci étant, taxer l'énergie, ça peut être aussi taxer le kérosène des avions, qui aujourd'hui est taxé. Ça peut être taxer le transport routier en général pour le bâtiment, ça va être détaxé, ça peut être taxé. Il y a tout un tas de niches fiscales qu'on appelle niches fiscales écologiques. Si vous regardez ça, tapez niche fiscale écologique sur Google, ou quoi que ce soit,
il y a énormément en fait, d'entreprises qui échappent à ces taxes-là. Et donc là, il y a aussi potentiellement des revenus à trouver et qui n'impacteraient pas forcément les plus précaires de notre société. Ok, ben, merci pour votre réponse. Alors, plusieurs questions ensuite sur le droit auxquelles tu pourras répondre, Clotilde. La première, bon, vous avez déjà en partie répondu, mais donc comment légiférer sans que ce soit les plus pauvres qui en pâtissent? Et la deuxième, comment réussir à faire valoir devant un juge un raisonnement écologique, c'est-à-dire comment est-ce que les juges peuvent adopter un nouveau raisonnement qui prenne en compte ces questions d'inégalité climatique et environnementale. Du coup, je vais essayer de répondre à la deuxième. Comment faire en sorte que le juge ait un raisonnement écologique? Du coup, ça passe par de nouvelles actions en justice, en fait. Et nous, à notre affaire à tous, on a ces actions-là qui sont nouvelles dans le droit français pour montrer, en fait, l'inaction de nos dirigeants et l'inaction des multinationales aussi, et dans lesquelles, en fait, on montre que cette inaction climatique de l'État français, donc là je parle de l'affaire du siècle, elle a des répercussions ici et maintenant sur les populations les plus précaires et enfin, elle a des impacts sur le territoire français de manière générale. Du coup, ces nouvelles actions en justice, elles peuvent en fait créer des jurisprudences qui ensuite pourront être remobilisées. De telles actions en justice pourront être refaites ou faites d'une autre manière, mais par d'autres acteurs, et en fait se multiplier sur le territoire français pour que les citoyens puissent faire valoir leurs droits fondamentaux. Donc ça, pour nous, c'est très important d'explorer en fait ces nouvelles pistes de droit, qui est le droit en fait climatique. On essaye de faire respecter d'une part le droit de l'environnement, mais aussi d'améliorer ce droit-là et d'inclure de nouvelles, un nouveau droit dans ce droit-là, à travers ces actions en justice en fait. Dans l'affaire du siècle, on veut faire reconnaître la faute de l'État et du coup pour que des politiques ensuite soient mises en place pour une meilleure ambition climatique. Donc pour moi, ça peut passer par là, il me semble. Après, ça passe pas juste par les actions en justice, ça passe aussi par du plaidoyer, et notamment un plaidoyer autour des droits de la nature. Nous, il nous semble essentiel. On a eu un webinaire il y a 2 semaines à ce sujet, parce qu'en fait, quand on demande à ce que les droits de la nature soient reconnus en France, on demande du coup que tous les droits fondamentaux soient reconnus. Parce qu'on se dit que quand les droits de la nature seront reconnus, tous les droits de tous les écosystèmes seront reconnus et du coup, ça inclut les droits fondamentaux. Donc ce plaidoyer, pour nous, il est très très important et ça peut faire évoluer les lois. Alors, ça tombe bien que tu parles des droits de la nature parce qu'on avait une question sur ce sujet justement d'une personne qui nous demandait si insister sur les droits humains, ce n'était pas une vision anthropocentrée du droit. Et comment on fait pour concilier ces deux aspects, à la fois les besoins humains et les besoins des autres éléments naturels? On rentre dans le débat juridique. Du coup, comme je viens de dire, les droits de la nature, ils permettent de tout imbriquer en quelque sorte. Oui, en effet, là, dans notre propos, on a surtout parlé de droits fondamentaux humains, mais c'est parce qu'en fait, on parle de ça parce que les droits de la nature aujourd'hui en France, en fait, ils ne sont pas reconnus. Aucune entité vivante n'a de personnalité juridique et du coup, dans le droit en tant que tel, dans les actions en justice qu'on peut porter, dans les droits que les citoyens ils peuvent faire valoir, ils ne peuvent pas faire valoir un droit de la nature, ou par exemple le droit, la personnalité juridique de l'entité du fleuve Loire, par exemple, et du coup de tous les écosystèmes qui évoluent autour de cette entité. Ça, c'est pas possible aujourd'hui en droit français, même si ça l'est dans d'autres pays du monde. Mais je vous conseille vraiment d'aller écouter le webinaire d'il y a 2 semaines sur les droits de la nature et vous en apprendrez beaucoup. Mais en effet,
dit comme ça, le discours des droits fondamentaux humains peut sembler restrictif, mais c'est parce que aujourd'hui, pour faire valoir ces droits, on passe par là. On passe par le droit à la vie. Après, dedans, il y a le droit à un environnement sain qui n'est pas juste le droit lié à... Enfin, si, c'est lié directement à l'humain quand même. Mais oui, donc pour nous, en effet, ça ne s'arrête pas là. En tout cas, on fait un plaidoyer pour ces droits de la nature-là. Et on n'est pas restreint à cette seule vision anthropocentrée, bien au contraire. C'est même dans notre ADN, en tout cas. Je ne sais pas ce qu'en pensent Rémi et Valentin, s'ils veulent rebondir ou pas, mais en tout cas, c'était une très bonne question. Bon, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter sur cette question, Valentin et Rémi, ou est-ce qu'on enchaîne? Bon. Alors, enfin, on avait une personne qui nous demandait la référence pour l'action en justice portée auprès de l'Union européenne, et notamment l'action qui concerne les jeunes Guyanais. C'est le People Climate Case, Clotilde? Alors oui, les jeunes Guyanais non, mais je ne sais pas si on parle de la même chose du coup. Mais l'action en justice à l'échelle européenne dont j'ai parlé, c'est le People's Climate Case. Mais du coup, je peux mettre le nom dans le chat. Il n'y a pas de jeunes Guyanais dedans, donc peut-être qu'on ne parle pas de la même chose avec la personne qui a posé la question. Mais oui, People's Climate Case, c'est 8 familles européennes de France, Allemagne, Italie, Portugal, et une association de jeunesse autochtone en Suède, ainsi qu'une famille fidjienne et une famille kenyane qui, du coup, ont porté cette action en justice contre les institutions de l'Union européenne. Mais il n'y avait pas de jeunes Guyanais dedans. D'accord. Peut-être qu'elle a dû confondre avec les jeunes autochtones, Samy. Ah, oui, peut-être. Voilà, les autochtones de Suède, qui sont dans différents pays nordiques. Oui, surtout en Suède, mais oui, en effet. Alors, je crois que c'est tout pour les questions. Après, il y en a beaucoup de personnes qui ont réagi, qui ont fait des commentaires complémentaires par rapport à ce que vous avez dit, notamment une personne qui conseille la série Trem de HBO sur les conséquences de Katrina à la Nouvelle-Orléans, une série qui parle justement des conséquences pour la communauté afro-américaine et comment ils se sont organisés après cet ouragan. Quelqu'un qui nous parle du film Les glaneurs et les glaneuses d'Agnès Varda sur la pratique du glanage. Le livre qui s'appelle Les Chutes de Joyce Carol Oates sur l'affaire du Love Canal, qui est l'une des grandes affaires de justice environnementale qu'on peut vous conseiller également. Et enfin, plus généralement, je vous invite à vous informer en suivant nos actualités. Vous pouvez rejoindre bénévolement le réseau Wresinski d'ATD Quart Monde. Vous pouvez également vous abonner à la newsletter Impact sur les inégalités climatiques qui est publiée tous les mois par Notre Affaire à tous, et suivre aussi toutes les actualités du CRID. Est-ce que l'un de vous souhaite faire une conclusion générale? J'ai vu Pardon, merci Julie, mais du coup j'ai vu une autre question sur Facebook. Je ne sais pas vraiment y répondre, mais peut-être que Valentin et Rémi peuvent. C'est aux États-Unis, les Community Benefits Agreements, CBA, permettent d'élaborer des solutions locales entre les riverains et les entrepreneurs du bâtiment, comme bourse à l'emploi, réduction des émissions. Et du coup, on demande si on a ce genre d'accord en France. J'en ai pas connaissance, mais peut-être que vous avez des éléments de réponse. Pas à ma connaissance, enfin pas comme ça. Et sinon, de toute façon, je note la question et je peux aller chercher plus loin et répondre à la personne qui a posé cette question. J'essaye de voir en même temps sur le live Facebook s'il n'y a pas eu d'autres commentaires pendant qu'on parlait. On avait quelqu'un qui nous demandait aussi comment vont évoluer les taxes carbone après le confinement pour les grandes entreprises. Peut-être que je peux y répondre en disant qu'il y a les actions en justice, mais aussi les actions de terrain menées. Toutes ces mobilisations, c'est une manière aussi de faire pression sur ces grandes entreprises et d'encourager les politiques à légiférer sur des taxes carbone qui concerneraient ces grandes entreprises.
Voilà, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Je sais pas, ouais, j'arrive pas à voir en tout cas. Mais... Bon, merci à tous pour votre participation à cette conférence filmée qui sera disponible sur nos pages Facebook, que vous pourrez visionner à nouveau plus tard. Et on vous mettra en commentaire sur l'événement Facebook toutes les références qu'on a citées, les références bibliographiques. Et on vous dit à bientôt. On aura d'autres webinaires prévus sur la page Notre Affaire à tous dans les prochaines semaines et on espère vous revoir nombreux. Merci. Oui. Et la semaine prochaine, ce sera un webinaire, du coup, si je peux préciser, sur comment lutter contre les projets imposés et polluants partout sur le territoire. Donc, on parlera de justice climatique locale. N'hésitez pas, c'est sur notre Facebook. Merci beaucoup à Valentin et Rémi d'avoir accepté notre invitation, en tout cas. Merci à vous beaucoup. Bonne soirée. À bientôt. Salut.